Amandemba, 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 Amandemba. Au thème Serge Balok. C'est Matawi. Ok. Donc vous avez accepté de vous prêter à ce petit jeu de questions-réponses sur des concepts concernant l'Afrique. Donc on va aller donc direct droit au but. La première question, ça démarre, ça part d'un constat. L'Afrique est dominée par des religions et ces religions affirment que Dieu a créé l'homme et l'a placé sur un jardin, dans un jardin. Quelle lecture faites-vous de ce modèle explicatif de l'origine de l'homme? Ce modèle explicatif est appelé le modèle créationniste, par opposition à un modèle scientifique beaucoup plus rationnel. Le modèle créationniste, tel qu'il s'impose aujourd'hui, est issu des religions, des grandes religions dites révélées, le christianisme, l'islam, lesquelles deux religions-là ont puisé dans le judaïsme, essentiellement la cosmogonie du judaïsme. Mais ce qui est le plus marquant, c'est que dans aucune autre région du monde, nous n'avons une situation où les hommes ont pensé à un moment donné que les cosmogonies sont des vérités universelles qui s'imposent à tout le monde. Elles peuvent être des vérités, peut-être universelles, mais pas qui s'imposent à tout le monde, puisque chaque peuple a sa part de cosmogonie qui explique comment est-ce qu'il appréhende les rapports avec les différentes forces cosmiques. Le modèle créationniste judéo-chrétien ou occidental ou islamo-occidental est un modèle fondé sur ce qu'on peut appeler la Torah. Quand on regarde de près, prenons par exemple une lecture simple. Il y a Roger Vigneron qui a écrit un ouvrage intitulé Elohim. Il utilise par exemple les textes héritiers du christianisme qui expliquent les différentes générations humaines. Donc, il part donc de Adam jusqu'à Moïse, puisque dans le Pentateuque, on trouve les différentes généalogies. Donc, il arrive à la conclusion que l'humanité a existé, ça fait pratiquement 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ. Ce n'est pas loin de ce que beaucoup de biblistes disent, que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Cela veut dire qu'il part du principe qu'un an devant Dieu, c'est 1000 ans devant les hommes. Donc cela fait que l'acte de création s'est passé à 6 jours, donc 6000 ans. Et Dieu s'est reposé pendant 1000 ans. Donc ce qui fait donc que la création remonterait à pratiquement 6000, 7000 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est une absurdité en soi. Parce que avant cette date-là arrêtée, il y a des civilisations qui ont vécu. Or, quand vous parcourez l'ouvrage de Roger Vigneron, le texte de la Genèse, par exemple, est la tentative pour un paysan de pouvoir expliquer l'éclosion du monde à partir d'un point géographique où il se trouve. Vous voyez là. Donc, ce modèle, du fait de l'impérialisme occidental, s'est imposé comme étant la seule vérité au point où, au début du 18e et 19e siècle même, nous avons eu une tendance à vouloir expliquer les faits historiques à partir de la Bible. On a eu par exemple la tendance de l'archéologie biblique qui voulait que tout dans des sites appelés des sites bibliques, c'est-à-dire que des sites dont les noms se retrouvent dans la Bible, tout ce qu'on pouvait découvrir, il fallait d'abord l'expliquer à l'aune de la Bible. Et parfois même pour expliquer l'expansion de l'homme à la surface de la terre, il fallait partir d'un hypothétique jardin
d'un hypothétique Éden. Je ne sais même pas où cela se situe, mais on me dit que c'était à la boucle de l'Euphrate et du Tigre sur le plateau anatolien et ça descendait jusque dans le golfe Persique. Or, c'est cette région qu'on appelle aujourd'hui le Proche et le Moyen-Orient. C'est extrêmement vaste pour que ce soit cet Éden biblique dont on parle. Donc, il y a nécessité à décoloniser notre mentalité, à arrêter d'expliquer notre univers, les représentations de chez nous, par des modèles explicatifs qui viennent d'ailleurs. Posons-nous la question d'abord, qu'est-ce que nous pensons? Puisque c'est une cosmogonie qu'on a tendance à imposer à tout le monde, peut-être que nous aussi, à un moment donné, on doit être impérialiste et imposer aussi nos cosmogonies de chez nous aux autres. Donc, voilà comme ça la première lecture que je fais de cette tendance créationniste. Ok. Et face à cette tendance créationniste, c'est vrai que c'est une pensée qui nous vient de l'étranger, Oui. mais après il y a aussi le fait qu'on doit expliquer les choses telles qu'elles sont d'un point de vue scientifique. Oui. Est-ce que de façon scientifique, il n'y a pas aussi une explication et en quoi est-ce que l'explication scientifique divergerait de cette approche créationniste? La science est d'abord avant tout rationnelle. La science est d'abord avant tout logique. La science voudrait des preuves. Vous voyez, on dit par exemple Éden, mais on n'a jamais montré à un seul instant la situation géographique de ce Éden-là. Or, la science travaille sur les faits et les faits tangibles. Tant qu'il n'y a pas de faits, on peut énoncer des hypothèses. Mais faisons attention parce que le danger peut être qu'à force de répéter aussi les hypothèses, les générations qui suivent, si elles sont paresseuses, ces hypothèses-là peuvent devenir des vérités. Donc, il faut à tout prix faire vérifier ces hypothèses-là. À tout prix, pas des faits tangibles. Vous voyez cela? Et c'est là, par exemple, qu'il y a une nouvelle tendance historique dans les universités et en Israël. On appelle ça la nouvelle histoire, si je ne me trompe pas. C'est ça qu'on appelle la nouvelle histoire. Avec Israël Finkelstein, à l'université de Tel Aviv, par exemple, avec le Shlomo Sand, par exemple. Si vous prenez Israël Finkelstein et Sibelman qui ont écrit, par exemple, la Bible dévoilée, vous allez vous rendre compte que déjà précisons qu'en Israël, il y a 3 types de départements d'histoire dans les universités. Il y a le département de l'histoire d'Israël, le département de l'histoire de la Palestine, le département de l'histoire globale mondiale. Vous voyez. Celui qui écrit sur l'histoire de la Palestine, il lui est interdit d'écrire sur l'histoire d'Israël. Celui qui écrit sur l'histoire du monde, il est interdit d'écrire sur l'histoire d'Israël ou encore sur l'histoire de la Palestine. C'est cloisonné. Et ceux qui font les manuels scolaires, c'est ceux-là qui sont spécialisés dans l'histoire d'Israël. Donc, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Donc, voilà par exemple un fait que Shlomo Sand, lors d'une conférence à Paris, rapporte. Il est en train de s'intéresser à l'histoire d'Israël et à la question de la déportation autour des années 70 après Jésus-Christ, la déportation des Juifs. Et puis, il ne trouve aucun élément historique, même dans les archives en Israël, aucun élément historique. Et puis, il va donc demander à ses confrères spécialistes de l'histoire d'Israël, mais comment se fait-il qu'on ne trouve aucune trace de la déportation des Juifs, aucune trace historique de la déportation des Juifs? Comment cela s'explique-t-il? Et les spécialistes disent qu'il n'y a jamais eu de déportation des Juifs. Ce n'est pas un fait historique. Mais comment ça, ce n'est pas un fait historique? Entrez, demandez à n'importe quel étudiant qui passe là au couloir, il va vous dire que oui, c'est historique. On nous enseigne ça. Les spécialistes disent que c'est l'État qui veut qu'on enseigne, alors on enseigne. Vous voyez dans cela. Donc, l'attitude de ceux qui sont spécialisés en histoire d'Israël n'est pas une attitude logique. Vous voyez ça. Israël Finkelstein, par exemple, les mêmes sites archéologiques qu'on a attribués à des ancêtres des Juifs, il les a examinés non plus à l'aune de la Bible, mais à l'aune des documents trouvés et de la raison.
il aboutit à la conclusion que les pré-juifs ou les peuples pré-hébreux, qui étaient des ancêtres des Hébreux, appartenaient à d'autres groupes humains assez disparates qui sont venus habiter en Palestine. Donc, à partir de ce moment-là, pour ne prendre que ce cas-là, il faudrait réexaminer ce qu'on appelle israélien ou encore hébreu. Vous voyez donc cela. Donc, le modèle scientifique est un modèle rationnel qui ne s'appuie que sur les preuves. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne spécule pas. On peut peut-être dire ce qu'on pense, on peut avancer des hypothèses, mais le modèle scientifique a toujours besoin de preuves. Donc, si par exemple, nous pensons que les géants ont vécu sur la Terre, d'après ce que la Bible dit, il faudrait bien qu'on trouve les squelettes de ces vieillards, de ces géants, les têtes des tombes et autres, et qu'on trouve les cités qu'ils ont bâties, s'ils n'ont pas bâti des cités, au moins qu'on trouve des squelettes pour dire que voilà, les géants ont vécu. On sait aujourd'hui que les dinosaures, c'est une réalité, parce qu'on a des squelettes même au Sahara. Dans le Tibet, au Sahara, on a des squelettes. En Patagonie, en Amérique latine, on a des squelettes de dinosaures. Bon, les Néphéim, là, de la Bible, ils ont vécu où? Pour qu'on parte exhumer leurs squelettes et puis on les étudie. On sera assez intéressé. Peut-être que c'est nous, Africains, qui allons même financer ces études-là si l'UNESCO refuse. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'adopter une attitude scientifique devant un fait. Que le fait-là soit un fait religieux ou pas, et encore que la religion est un fait social, adoptons toujours une attitude scientifique. Voilà. Donc l'approche scientifique est donc une approche bien plus pertinente pour expliquer. Exactement, elle est bien plus pertinente. Elle repose sur des modèles explicatifs. D'accord. Mais ces modèles explicatifs-là, c'est logique parce que nos différentes éducations ne nous permettent pas de voir la société sous un même angle. Je peux vous prendre un cas. Vous arrivez par exemple à un carrefour et comme chez nous en Afrique, il y a toujours beaucoup de commerce dans les carrefours. Vous arrivez dans un carrefour bondé de monde. Vous trouvez un marchand de lunettes. Il vend des lunettes de plusieurs calibres, de plusieurs couleurs. Il y a ceux-là qui sont noirs, ceux-là qui sont bleus, pour faire des fantaisies, des lunettes jaunes. Vous êtes au carrefour, vous voulez des lunettes. Vous achetez les lunettes jaunes, vous allez voir le monde en jaune. Vous achetez les lunettes bleues, vous allez voir le monde en bleu. Vous achetez les lunettes noires, vous allez voir le monde en noir. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ce même monde-là qui n'a pas de couleur. C'est les lunettes que vous mettez à vos yeux qui donnent la couleur à ce monde-là. Et ces lunettes-là, ça va s'appeler le paradigme. Quel est le paradigme que vous utilisez pour lire la réalité? Conséquence, quelqu'un qui a une culture socialiste ou communiste n'aura pas la même, il aura une lecture de l'histoire qu'on appelle le matérialisme historique. Il va toujours opposer l'histoire en termes de classes sociales qui s'affrontent, bourgeois, prolétaires. Par contre, il y a d'autres grilles de lecture qui ne tiennent pas compte de cette dualité. Et prenez par exemple le cas de la sociologie de la domination de Max Weber. Ça ne tient pas compte de cette dualité-là. Prenez par exemple le paradigme de la Renaissance africaine que José Nascimento, un ami, a eu à développer. Ça ne tient pas compte de cet antagonisme des classes qui est cher au matérialisme historique. Donc, nécessairement, un même fait peut être là. Les éléments peuvent être là. Mais en fonction de notre culture, de notre ressenti, de là où nous venons, de ce qui a constitué notre psychologie, on n'est pas porté à avoir la même interprétation. Mais cela ne veut pas dire que la logique scientifique n'est pas une logique vraie. C'est cette diversité d'interprétations qui nous rapproche de la réalité. Ces interprétations étant plus rationnelles sont celles-là qui seront les plus pertinentes et les plus acceptées. Vous voyez dans ça. Donc c'est très important à ce niveau. Okay. Et donc concernant l'approche scientifique, Oui. du point de vue scientifique, qu'est-ce qu'on doit donc retenir? Qu'est-ce que la science dit donc au sujet de l'origine de l'homme? Le modèle scientifique repose sur le principe de l'évolutionnisme. Cela veut dire que la vie est une évolution sans cesse.
Donc, si la vie est apparue sur la Terre, cela près de 3,5 milliards d'années, il n'en demeure pas moins que cette vie a évolué au point de donner les espèces que nous avons aujourd'hui. Donc, ces espèces-là ont évolué pour devenir des hominidés. Et de ces hominidés, un embranchement est sorti assez important, celui qui a donné l'espèce humaine. Donc, il y a 6 grandes espèces qui ont évolué. Et d'après les travaux de Job, Cheikh Anta Diop, il y a eu l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile et l'Homo habilis d'abord. Voilà les 3 premiers spécimens. Or, ces 3 premiers spécimens ne sont jamais sortis de l'Afrique. Cela veut dire que ce sont des spécimens autochtones et on ne les retrouve nulle part ailleurs. Ce qui fait que si l'Éden a existé quelque part, ça ne pourrait être qu'en Afrique. D'accord? Si l'Éden a existé quelque part, ça ne pourrait être qu'en Afrique. Bon, maintenant, il y a 3 autres spécimens qui sont sortis. Il y a l'Homo erectus, l'Homo sapiens sapiens qu'on retrouve un peu partout. Donc, il y a donc une distribution humaine dans le monde entier avec l'Homo erectus, l'Homo sapiens et l'Homo sapiens sapiens. Donc, et ces évolutions-là ont été marquées sur le plan physiologique, sur le plan de la physiologie, ont été influencées par des catastrophes climatiques et la nécessité de se substituer à la prédation de l'époque. Par exemple, prenons le cas, par exemple, comment l'homme commence à se mettre debout. C'est aux environs de la région des grands riffs est-africains, où avec l'avènement de ces riffs-là, l'écologie change, une sorte de désertification post-kangérienne s'installe et cet ancêtre, dans un milieu semi-aride, a obligé de se mettre debout pour voir au loin le prédateur qui arrive. Et à force de se mettre debout, ou à chercher à se mettre debout, le premier élément qui change, le plus important, là où l'évolution de l'homme commence, c'est le gros orteil. C'est le gros orteil. Et si vous regardez par exemple chez les autres primates, leur gros orteil est pratiquement assez écarté du reste des orteils. Or, chez nous, il s'est rapproché et tous les orteils ont regardé dans le même sens. C'est ça qui nous permet de nous mettre debout et d'avoir un certain équilibre. À force de chercher cette stature debout, les os du bassin ont subi une modification. Au niveau du cou, on a ce qu'on appelle le trou occipital. Il y a eu des modifications à ce niveau pour que la tête puisse toujours être constamment en équilibre sur les épaules. Si vous regardez chez certains primates comme les chimpanzés, leur tête a tendance à tomber. Vous voyez cela. Donc, il n'y a pas un équilibre là au niveau du trou occipital. Il n'y a pas un équilibre là. Donc, il y a un certain nombre de modifications physiologiques. Et ces modifications physiologiques se répercutent au niveau de l'ADN pour que ce soit des mutations qui vont se transmettre de génération en génération. Le climat a beaucoup joué sur cette évolution-là. Le climat a beaucoup joué. Et la nécessité aussi de trouver des conditions meilleures pour échapper à la prédation. Ça a aussi beaucoup joué. Mais le climat, à mon sens, est l'élément capital qui a conduit à l'avènement des différents spécimens. Au vu de cette analyse, on va dire, générale de l'origine de l'homme, qu'est-ce qu'un Africain devrait donc retenir sur l'origine de l'homme par rapport à ce qui le concerne? L'Africain doit retenir que son continent, Kémer, a donné un don précieux à l'humanité. Ce don-là, c'est l'homme. Même si l'ensemble des hommes constitue l'humanité, on peut dire à l'humanité d'aujourd'hui que nous lui avons offert la vie. On a offert la vie à cette humanité. Et ce n'est pas un sujet d'orgueil, pas forcément. Les conditions ont été favorables
la loi de Kluge-Bourg. Les conditions ont été favorables pour que la vie puisse émerger ici. Alors, en tant que les ancêtres de l'humanité, les autres sont censés le reconnaître et avoir beaucoup de respect pour leurs ancêtres. Et dans nos traditions, si vous méprisez vos ancêtres, le soleil ne pourra pas se lever demain sur votre face. Donc peut-être aussi que le grand désordre du monde aujourd'hui résulte du fait que l'humanité ne reconnaît pas ses ancêtres. Et il faudrait qu'on leur apprenne, exactement comme on l'a fait à l'Égypte pharaonique, qu'on civilise cette humanité pour qu'elle devienne un peu plus humaine. Voilà ce qu'on doit faire. Merci Serge Ballot pour tous ces précieux renseignements. C'est moi qui vous remercie et reste à votre disposition. Merci. Atandemba,